pouvait compter des centaines de milliers de membres, c'était vraiment gigantissime, mais on était vraiment dans un auditoire partagé, et c'est en partie ce qui a fait arriver sur la toile les blogs, c'est-à-dire le tout premier, je ne vous citerai pas le nom de la personne qui a créé, c'est un développeur, qui s'est dit bah moi j'aime bien aller sur les forums discuter, mais bon, j'aimerais bien avoir mon espace personnel. Et je veux pas que ça soit un forum parce que je veux pas qu'il y ait 150 millions de gens dedans, j'ai pas envie de le gérer comme ça, mais j'ai envie d'avoir un espace dans lequel je vais pouvoir m'exprimer et les gens vont pouvoir venir me laisser des commentaires, mais ça sera que moi qui parle. Donc on va voir les premiers blogs à apparaître. Un peu plus tard, au début des années 2000, enfin même fin des années 90, on va même commencer à voir les premiers moteurs de blog, donc qui sont des logiciels qu'on va pouvoir installer et qui vont nous permettre de créer son propre blog tout seul comme un grand, comme on connaît très bien maintenant WordPress, qui permet de faire ça très bien. Et donc, ces modérateurs, qui étaient au départ dans les newsgroups, qui sont passés dans les forums, qui maintenant ont des espaces personnels sur lesquels ils peuvent s'exprimer, commence déjà à avoir plusieurs flux de discussion à gérer. On commence déjà à être dans un dispatch de la communauté, puisqu'il y a des gens qui sont toujours dans les forums, il y a des gens qui sont toujours dans les newsgroups. Aujourd'hui encore, quand je vous parle, il y a encore des gens qui utilisent les newsgroups, c'est encore un outil qui fonctionne beaucoup, et qui passeront jamais sur un forum, ou qui passeront jamais sur un blog, et vice-versa. Du coup, notre modérateur, mettons que moi je m'occupais de la newsgroup J'aime les pizzas, j'ai créé le forum de la pizza, dans laquelle j'ai des nouveaux membres qui sont arrivés, qui ne connaissaient pas les newsgroups. Puis après, je me suis dit, moi je m'y connais vraiment bien en pizza, alors je vais créer mon blog sur la pizza. Donc là, j'ai fait venir un nouvel auditoire de passionnés de pizza. Du coup, maintenant, je gère ma newsgroup, je gère mon forum, et puis je gère mon blog. Donc là, sans savoir, le modérateur, il est déjà dans le métier de community manager. Mais encore à l'époque, on n'appelait toujours pas ça community manager. Le web a continué d'évoluer, jusque dans les années 2000. Alors, les années 2000, c'est formidable, c'est le boom, c'est la bulle Internet, c'est la folie totale, tout le monde investit des millions de dollars dans tout un tas de services qui servent absolument à rien. Mais au milieu de tous ces services qui servent à rien, on va en voir apparaître un qui s'appelle MySpace, qui est apparu en 2003, et qui est véritablement le premier gros réseau social qui est apparu sur le web, vraiment un réseau social teenager, c'est-à-dire que MySpace, ça a tout de suite ciblé la jeunesse. Ça a trouvé des milliers de comptes de jeunes Américains enflammés qui publiaient leurs photos de soirée, leurs albums préférés, etc. Donc c'est vraiment le premier gros réseau social à apparaître. Donc, toujours pareil, notre modérateur de forum puis de blog, lui aussi, voyant MySpace apparaître avec ses milliers et après ses millions d'utilisateurs, il a fallu aussi qu'il ait créé son petit espace MySpace pour la pizza, sur lequel il a pu rencontrer de nouveaux utilisateurs qui ne connaissaient absolument pas ni les forums ni tout le reste, et qui n'utilisaient que MySpace. Donc il y a une nouvelle niche communautaire qui s'est créée, et qu'il a dû rajouter à son compteur de gestion. Donc 2003, Community Manager, c'est quand même un mot qui commence à circuler, principalement aux États-Unis, qui a une avance évidemment Internet beaucoup plus importante que la France, puisque encore dans le fin des années 90, nous en France on était encore au Minitel. Et oui, le Minitel existe toujours, et c'est toujours 7 millions d'utilisateurs en France, je crois, le Minitel, si je me souviens bien, je crois que j'ai vu passer un chiffre comme ça, c'est assez flippant, mais voilà, on n'y croyait pas, Internet, ça ne pouvait pas marcher. Donc, tout ça pour dire que, voilà, aux États-Unis, ils avaient déjà pas mal d'avance, et on commençait déjà un petit peu à parler de gestionnaire de communauté. Les vraies grosses révolutions sont vraiment arrivées 2006. Donc la première, la grosse, ça a été Twitter. Alors, ça n'a pas été la révolution en France, puisque absolument personne ne connaissait Twitter. Par contre, ça a été la grosse révolution aux États-Unis. Cette espèce de service qui permettait de publier un statut en 140 caractères a fait vraiment beaucoup d'émules, et ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit aux États-Unis. Pas beaucoup en France, mais par contre, ça a rajouté encore une pile de gestion de communauté à notre pauvre gestionnaire de site de pizza, qui a vu beaucoup de ses utilisateurs se créer des comptes sur Twitter et discuter. Donc il a dû créer le compte officiel de son site et de son forum de pizza pour pouvoir aller discuter avec ses nouveaux utilisateurs de Twitter. Quelques mois après, on verra l'apparition évidemment du site que tout le monde connaît maintenant, Facebook, donc qui est la grosse, pas révolution parce que c'est pas vraiment une révolution. Il existait déjà des réseaux sociaux avant que Facebook débarque, même en France. Je citerai Copain d'avant et
MySpace bien avant. Mais voilà, Facebook qui est arrivé à un moment qui était suffisamment opportun pour que ça marche. Et donc tout le monde s'est précipité dessus. Et notre gestionnaire, qui maintenant en 2006 est officiellement appelé un community manager aux États-Unis, puisqu'il gère du coup des pages Facebook, des comptes Twitter, des forums, des blogs, et il discute avec tout un tas de communautés qui sont sur ces réseaux-là. Donc là, on a vraiment le terme de community manager qui existe aux États-Unis, qui n'existe absolument pas en France, puisque en France, on n'a pas encore enfin, on va avoir accès à Facebook, mais on n'y est pas encore. En Twitter, on ne connaît absolument pas. Et on est plutôt assez réfractaire en France, généralement, aux trucs qui viennent des États-Unis, qui sont un peu nouveaux. Donc, le community manager, parce que maintenant, en 2006, aux États-Unis, c'est le mot qu'on utilise. On a des community managers. Beaucoup de marques ont des community managers pour gérer leur communauté, pour gérer leur forum. Mais bon, concrètement, le community manager, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, dans le titre, c'est quelqu'un qui va gérer la communauté, mais gérer une communauté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus compliqué que juste aller poster des articles sur son blog ou échanger quelques messages avec les membres de son forum. Aujourd'hui, le community manager, c'est quelqu'un qui doit être complètement multitâche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à s'exprimer sur des réseaux très ciblés sur lesquels on s'exprime très différemment. C'est-à-dire que sur Twitter, on s'exprime en 140 caractères, c'est évident qu'on ne va pas raconter la même chose sur Facebook, on va pouvoir écrire des articles entiers, ou sur son blog, ou sur son forum. Donc le community manager, finalement, c'est plutôt un espèce de couteau suisse un peu génial, qui doit être capable de balancer les messages de la marque en 140 caractères, tout en écrivant un article sur son blog, et en allant échanger les retours utilisateurs sur le forum de la marque, qui sont vraiment des canaux de discussion complètement différents. Donc l'idée du community manager, parce que maintenant qu'il est vraiment identifié, maintenant que les marques je parle vraiment États-Unis là, que les marques ont compris que les réseaux sociaux type Twitter, Facebook sont des outils super importants sur lesquels il faut absolument être parce que tout le monde y est et que mes utilisateurs en tant que marque, ils utilisent ces réseaux-là, notamment des marques comme Coca-Cola par exemple, qui ont vraiment une cible extrêmement large, qui va vraiment aller de 10 ans jusqu'à 90 ans. C'est vraiment hyper important pour une marque comme Coca-Cola de dire moi, Coca-Cola, il faut que je sois sur les forums où on parle Coca-Cola, il faut que je sois sur tous les blogs où on parle Coca-Cola. D'ailleurs, il faut que j'ai mon blog officiel Coca-Cola pour expliquer ce que je fais. Il faut que j'ai mon compte Twitter Coca-Cola, je ne peux pas quelqu'un l'ait à ma place. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Je peux pas moi, PDG ou directeur de la communication Coca-Cola m'en occuper. Surtout que moi, le directeur de la communication Coca-Cola, j'ai 50 ans, et toute cette connerie, j'y connais rien. Et je comprends que dalle, ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers des forums, des sites qui parlent de moi, et je vais aller chercher des gens que j'estime être des spécialistes de ça. Donc, aux États-Unis, à cette époque-là, les spécialistes, c'était les blogueurs. Les blogs ont tellement explosé, ces gens sont devenus extrêmement influents là-bas. Ces blogueurs qui géraient des comptes Twitter, qui géraient des forums, les marques les ont approchés en disant bon, là il se passe un truc, on le sent, ces gros réseaux, là il y a du monde, nous on n'y connaît rien, est-ce que ça te dirait pas de venir t'occuper de ces réseaux-là pour nous? Du coup on a vu un transfert de ces modos, de ces modérateurs qui sont devenus community managers et puis qui sont mis à travailler pour les marques. Alors, ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est que les entreprises évoluent extrêmement rapidement, sont capables d'adaptation très rapide, face notamment à un problème énorme, c'est-à-dire que le community manager, il a besoin de discuter avec la communauté en direct. C'est-à-dire que je gère le compte Twitter de Coca-Cola, si j'ai un utilisateur qui m'envoie un DM, un direct message, en me disant je viens de m'acheter un pack de Coca-Cola, j'ai super mal au ventre, c'était dégueulasse, c'est affreux. Il faut que je puisse lui répondre immédiatement en me disant écoute, donne-moi le numéro de traçabilité du pack, je vais me renseigner tout de suite, je te réponds, et 20 minutes après, je lui réponds oui, effectivement, attends, ce pack-là, il y a eu un petit souci, on a mis trop de gaz ou moins de ceci, plus de cela. Écoute, pour te dédommager, je vais t'envoyer, je sais pas moi, 40 packs de plus ou je vais te payer des tickets pour aller à Disneyland. Je dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que le community manager a besoin d'avoir une discussion en direct avec la communauté et pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils vont lui poser. Et pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va lui poser, il faut que le community manager ait un accès à absolument toute l'entreprise. C'est-à-dire que si on lui pose une question technique, il faut qu'il puisse aller voir la technique et répondre à la question technique. Si on lui pose une question
de communication, idem, il faut qu'il puisse répondre rapidement. Donc le community manager, c'est vraiment un couteau suisse. Le souci, c'est que il va se heurter en fait à un problème que les entreprises américaines ont très très rapidement identifié et ont modifié tout ça. C'est ce qu'on appelle la communication en silo. C'est-à-dire que le community manager, quand il a eu sa question technique, il s'est dit bah, je vais aller voir la technique. Donc bah hop, qu'est-ce qu'il fait? Il va au département technique, parce que chez Coca-Cola on a un département technique, hein, on n'a pas un bureau, où il y a 150 employés, où il y a 4 directeurs, 4 sous-directeurs et 4 sous-sous-sous-sous-directeurs. Donc le community manager il dit bon bah qui je vais voir? Bah, je vais voir un employé. L'employé me dit d'aller voir le sous-directeur du service 14B. Le sous-directeur du 14B ne peut pas lui répondre parce qu'il n'a pas l'autorisation du directeur de dessus, et ainsi de suite, jusqu'à finalement ne atteindre ou ne jamais atteindre le gros directeur du département technique qui va pouvoir lui apporter sa réponse, qui va lui permettre de répondre à la question qu'on lui a posée sur le réseau. C'est ce qu'on appelle la communication en silo, c'est-à-dire que tous les départements sont fermés, sont normés et régis par des flux de direction extrêmement complexes qui ne sont pas accessibles par le community manager. Donc, la réflexion qui s'est faite au sein de ces entreprises, c'est de se dire, là on a un problème, c'est-à-dire que on peut pas discuter, le community manager, il ne peut pas aller voir quelqu'un et avoir une réponse immédiate, parce qu'il y a trop de directeurs, de sous-directeurs, et puis qu'il faut demander des autorisations, et puis ça passe par les tuyaux, c'est compliqué. Donc ils nous ont inventé un truc génial, qui s'appelle la communication horizontale, c'est-à-dire où il n'y a plus de silos, tout le monde discute avec tout le monde, et le community manager, il peut aller voir n'importe quel directeur de service et avoir sa réponse immédiatement. Les services se parlent entre eux, la technique fait plus la gueule à la communication fait plus la gueule au marketing, l'information circule beaucoup plus rapidement, le community manager peut répondre beaucoup plus rapidement aux questions qu'on lui pose.